Alors, nous accueillons maintenant Aude Lemoigne et Mathieu Larama pour nous parler d'un retour de l'ESMO sur le côté pharmacie clinique. Bonjour à toutes et à tous. Mathieu Larama, donc moi je suis oncologue médical au CHU de Grenoble et avec Aude Lemoigne qui est pharmacien à l'URCC, qui habite juste à côté de notre hôpital de jour. On va vous parler des actualités les plus récentes en oncologie médicale. Alors si j'ai bien compris, ça passe tout seul ou ça passe pas tout seul? Ok. Donc mes liens d'intérêt. Alors, les messages clés, s'il y a quelque chose à retenir, c'est probablement cette diapositive et que celle-ci. L'immunothérapie, alors on vient de parler des carticelles. Nous, quand on parle d'immunothérapie en oncologie médicale, en oncologie solide, c'est tout ce qui est plutôt anti-PD1, anti-PDL1. En gros, c'est le chamboule tout. C'est-à-dire que là, c'est en train de rebattre les cartes dans tout un tas d'indications. Vous savez que l'immunothérapie, ça a d'abord été prouvé en métastatique, en phase avancée, 3e, 4e ligne, etc. Là, on est sur du néoadjuvant dans certaines indications. Et puis le deuxième message clé, c'est les ADC, les antibody drug conjugates. C'est en gros à tous les étages, ça arrive dans tout un tas de tumeurs, dans tout un tas d'indications, plutôt pour l'instant en phase métastatique, mais il y a des développements qui sont tout à fait récents. Et on peut même lier les deux, puisque vous savez, alors ça c'est une petite digression parce que ce n'est pas une actualité 2024, mais vous savez qu'on a maintenant un accès précoce pour un ADC et une immunothérapie dans la vessie, avec l'association enfortumab vedotin et pembrolizumab. Donc c'est en train aussi de se combiner. Donc c'est vraiment, je dirais, les deux choses à retenir. Alors si on va un peu plus dans le détail, et petite remarque liminaire, l'ESMO, c'est le deuxième plus gros congrès d'oncologie au monde, après l'ASCO. La sélection qu'on va vous présenter, elle est forcément limitée, parce qu'on ne pouvait pas tout aborder et qu'on a un temps qui est limité, et que nous avons eu l'aide précieuse d'un certain nombre de collègues oncologues médicaux de la région grenobloise et de Chambéry, qui étaient présents à l'ESMO et qui nous ont transmis une partie de leurs remarques. On va un peu plus dans le détail. Cancer de vessie localisé, une des grandes actualités de l'ESMO, c'est l'irruption de l'immunothérapie, comme je vous disais, en néoadjuvant, avec un essai qui s'appelle l'essai Niagara, dont vous avez ici le design. Ça a été présenté donc en session présidentielle, c'est-à-dire le niveau le plus élevé en termes d'intérêt scientifique au regard du comité scientifique de l'ESMO. Et c'est donc une stratégie néoadjuvante. Alors, le truc classique, gemcitabine cisplatine, ça c'est la chimiothérapie qu'on utilise classiquement. En France, on peut discuter sur le MVAC intensifié, mais à l'international, c'est gemcitabine cisplatine. Et donc, on rajoutait une immunothérapie, le durvalumab, en néoadjuvant, puis en adjuvant, c'est le bras en bleu au-dessus. Et les critères de jugement, c'était la survie sans événement, le taux de réponse pathologique complet qui est prédictif du pronostic ultérieur du patient et puis la survie globale en objectif secondaire. Et donc ce qui a été montré, c'est un bénéfice sur la survie sans événement, statistiquement significatif. Vous avez les courbes sous les yeux. En bleu, c'est la courbe avec l'immunothérapie néoadjuvante et adjuvante. Un bénéfice sur la réponse pathologique complète, qui est améliorée de façon là aussi statistiquement significative. On améliore en gros de 10% en absolu. Et puis, c'était un objectif secondaire, la survie globale, qui est aussi améliorée. Et donc, Niagara est le premier essai à montrer que l'immunothérapie néoadjuvante et adjuvante a un intérêt dans le cancer de vessie localisé, avec un bénéfice en survie globale qui est quand même consistant si on regarde les chiffres en absolu. Donc probablement un nouveau standard de traitement, on ne sait pas dans quel délai en France, mais je pense probablement courant 2025. Je ne sais pas bien comment ça marche ce truc. Ok. On change complètement d'organe, on va sur le cancer du côlon rectum. Vous savez que dans le côlon rectum, maintenant, alors, outre le statut RAS, on a aussi besoin du statut MSI. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'immunothérapie est extrêmement efficace. Alors ça, ce n'est pas de l'actu ESMO 2024, c'est plutôt de 2023, mais ça a été publié en 2024.
Et donc, dans les cancers du côlon rectum, DMMR ou MSI, hein, c'est une famille un peu plus large, DMMR, mais globalement, c'est avec instabilité microsatellitaire ou équivalent. L'immunothérapie, qui était là, en l'occurrence une association ipilimumab et nivolumab, donne des taux de réponse qui sont extrêmement impressionnants. Vous avez ici le waterfall plot de réponse tumorale, donc traitement néoadjuvant, patient opéré, on regarde ce qui reste sur la pièce opératoire, et dans un très grand nombre de cas, on a une réponse tumorale complète de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résidus visibles sur l'anapathe, ou alors des très bonnes réponses partielles pour quelques patients qui sont encore résistants. Et donc, vous savez, alors ça, c'est pour l'instant pas utilisable en pratique courante. Vous savez par contre qu'en première ligne dans le cancer du côlon MSI, l'indication pembrolizumab fait mieux que la chimiothérapie type, par exemple, Folfox. Donc, c'est des nouveaux concepts et ça a été... donc là, on est en attente d'une AMM pour cette indication. Et puis, dans un essai qui s'appelle Niche 3, ce qui était intéressant, alors là, pour le coup, ça a été présenté à l'ESMO 2024, c'est l'image en bas à droite qui est intéressante parce qu'on commence à avoir une nouvelle classe d'immunothérapie qui sont les anti-LAC3. Donc, ça a été dit tout à l'heure dans la présentation sur les carticelles, il y a tout un tas d'interactions, on parle de synapses immunologiques. Et LAC3 est un des acteurs de cette synapse. On commence à avoir des molécules anti-LAC3. Et donc, là aussi, toujours dans des tumeurs côlon-rectum DMMR ou équivalent de MSI, l'association du nivolumab avec la molécule relatlimab, qui est donc un anti-LAC3. Là aussi, le critère de jugement, c'était la réponse histologique. On a aussi des très bonnes réponses tumorales, un très bon taux de réponse tumorale. Donc l'étude est positive. Après, est-ce que ça sera l'occasion d'avoir une AMM ou pas? C'est un peu plus difficile à répondre puisqu'il y avait l'essai Niche 2 que j'ai juste présenté avant. On change là aussi complètement de localisation. Vous voyez que c'est extrêmement diversifié. Là, on est dans le cancer du canal anal. L'essai Podium 303, c'est un essai de phase 3, collaboratif. Chimiothérapie, on va dire à peu près classique. Hein, c'est du paclitaxel et du carboplatine. Et on utilisait un anti-PD1 en première ligne en association avec cette chimiothérapie. Alors, la molécule, en l'occurrence, c'est le retifanlimab, qui est donc un nouvel anti-PD1, qui était associé à la chimiothérapie classique. Et les résultats sont tout à fait intéressants, puisqu'il y a une amélioration de la survie sans progression et il y a une amélioration de la survie globale. Donc peut-être un jour une AMM. Le problème, c'est qu'en France, on utilise plutôt, pas trop le paclicarbo, mais plutôt l'association docétaxel platine 5FU modifiée. Donc il y aura peut-être une question là-dessus sur spécifiquement les usages en France. Et puis, dernière chose avant de passer la parole à Aude. Cancer gastrique, jonction œsogastrique. Là aussi, l'immunothérapie arrive. Vous savez que dans les tumeurs HER2 surexprimées, on pouvait utiliser une chimiothérapie et un anti-HER2, donc en l'occurrence le trastuzumab, il y a une indication pour ça. Là, la question, c'était de rajouter le pembrolizumab à tout ça. Et donc, c'est donc l'essai Keynote 811 qui a été présenté, réactualisé, on va dire, à l'ESMO 2024. Et c'est les analyses finales. Donc, c'est en haut à droite, c'est l'analyse finale qui a été actualisée avec un bénéfice en survie globale. Alors, on est sur des choses qui sont moins impressionnantes qu'avec les carticelles, on est bien d'accord, hein, mais c'est quand même des bénéfices qui sont probants sur le plan statistique et qui peuvent être utilisés chez les patients puisqu'il y a une demande d'accès précoce depuis cette année. Et là, je passe la parole à Aude. Merci Mathieu. Alors, comme ça, non ? Okay. Bon, on va essayer. Donc moi, je vais enchaîner sur l'immunothérapie dans le cancer du sein localisé.
notamment avec la Keynote 522 qui avait été présentée il y a 2 ans. Les résultats montraient que l'ajout du pamrolizumab diminuait significativement le risque de rechute. Donc, je vous rappelle, la Keynote 522, c'était une grande étude de phase 3 qui testait l'ajout du pamrolizumab à une chimiothérapie conventionnelle avec du carboplatine chez des patients triple négatifs au stade précoce. Le design de l'étude, donc ces patientes recevaient 4 cycles de carbopaclitaxel suivis de 4 cycles d'anthracycline plus l'endoxan, plus ou moins le pamrolizumab. Donc ça, c'était au stade néoadjuvant. Après la chirurgie, les patientes recevaient donc du pamrolizumab toutes les 3 semaines pendant 9 cycles ou le placebo. Donc 1174 patientes incluses et cette étude était positive sur les 2 critères de jugement principaux qui étaient le taux de réponse complète histologique qui était plus élevé dans le bras avec l'ajout du pamrolizumab puisqu'on avait 64,8% versus 51,2% dans le bras des patientes qui n'avaient pas reçu le pamrolizumab en association avec cette chimiothérapie, et une survie sans progression qui était améliorée dans le bras immunochimio avec une diminution du taux de rechute de 37%. Suite à ces résultats de cette étude, c'est pour ça qu'il y avait une demande d'AAP qui avait été faite en France en 2022. Et depuis le 20 novembre, donc depuis 2 jours, il y a l'AMM et le remboursement donc pour le pamrolizumab en néoadjuvant et en adjuvant dans le cancer du sein triple négatif. À l'ESMO 2024, donc il y a eu une actualisation de ces résultats puisqu'on est à 6 ans en fait de suivi médian. Et on a des résultats en termes de survie sans progression qui sont très intéressants avec donc un plateau qui s'installe au-delà des 5 ans sans événement. Et en termes de survie globale, on a 5% de différence absolue où on passe de 82 à 87% pour, je vous rappelle, une maladie qui est considérée comme particulièrement agressive. En termes de tolérance, donc, les effets indésirables de type immunomédié comme les insuffisances surrénaliennes, le diabète ou l'insuffisance thyroïdienne ont été signalés. Il y avait des effets indésirables, quel que soit le grade, chez 35% des patientes qui avaient reçu le pamrolizumab versus 13,1% pour celles qui n'avaient pas reçu de pamrolizumab. Ces données sont à prendre en compte car cette population concerne des femmes jeunes en situation curative et qui peuvent donc présenter des séquelles à long terme avec cette immunothérapie. Le traitement, néanmoins, est considéré à l'heure actuelle comme le traitement standard puisqu'il y avait une augmentation du taux de guérison avec un impact en termes de réponse histologique complète, en termes de survie sans progression et en termes de survie globale, et ceci quelle que soit l'expression du PDL1. Depuis 2002, à peu près 5000 patientes ont déjà pu bénéficier de cette molécule dans le cadre de l'AAP. Et donc, avec l'arrivée de l'AMM, l'accès sera facilité. Concernant les cancers gynécologiques et l'immunothérapie. Donc, les résultats étaient globalement un peu plus décevants que dans le cancer du sein. Bon, ça ne marche pas. Donc, dans le cancer de l'endomètre, il y avait notamment la Keynote B21 qui était une étude de phase 3 qui évaluait le pamrolizumab versus placebo en association avec une chimiothérapie en adjuvant avec ou sans radiothérapie dans le cancer de l'endomètre à haut risque après une intervention chirurgicale à visée curative.
Et cette étude s'est révélée négative car elle n'a pas atteint son objectif principal en termes de survie globale. Dans le cancer de l'ovaire, les études étaient également négatives. Par contre, dans l'essai Keynote A18, qui était une étude de phase 3, qui évaluait le pamrolizumab associé à une radiochimiothérapie dans les cancers du col de l'utérus localement avancés à haut risque en première ligne. Le design de l'étude était de 5 cycles de cisplatine en association avec la radiothérapie, plus ou moins le pamrolizumab, suivi de 15 cycles de pamrolizumab toutes les 3 semaines. Plus de 1000 patientes ont été incluses, avec dans chaque bras un score CPS supérieur ou égal à 1 pour 93% des patientes donc dans chaque bras. Excusez-moi. Le critère de jugement principal était la survie globale et à 36 mois, donc on peut voir un bénéfice significatif puisqu'on a un taux dans le bras avec le pamrolizumab qui est de 83% versus 75% dans le bras sans pamro. En termes de tolérance, la toxicité de grade 3 était de 69,1% dans le bras pambro plus chimiothérapie, plus radiochimiothérapie, versus 61,3% dans le bras placebo plus radiochimiothérapie. Chez des patientes qui étaient quand même porteuses d'un cancer du col de l'utérus à haut risque et avec néanmoins un profil de toxicité gérable. L'adjonction du pamrolizumab peut devenir une nouvelle référence en première ligne pour le traitement de ce type de cancer à haut risque. Après l'immunothérapie, comme vous en a parlé Mathieu, il y avait beaucoup de présentations qui concernaient les anticorps conjugués ou ADC, avec des perspectives très intéressantes, notamment en gynécologie et en cénologie. Les ADC, ils ont été mis en avant surtout du fait de leur capacité à cibler les cellules cancéreuses avec plus de précision et donc moins de toxicité pour les cellules saines. Donc, je vous rappelle le principe d'un ADC. Donc, on a un anticorps qui va cibler un antigène tumoral pour agir au plus près de la tumeur, couplé à une molécule de cytotoxique par l'intermédiaire d'un linker. Ces molécules ne sont pas pour autant dénuées d'effets indésirables puisqu'il y a toujours la toxicité du cytotoxique et en fait la nature du linker aussi utilisé. Alors, plusieurs ADC testés dans différents types de cancers. Dans le col de l'utérus, il y a eu une présentation avec le tisotumab védotine dans l'étude Innova TV301. C'est un anticorps qui cible le récepteur d'un facteur tissulaire lié à une molécule cytotoxique, la MMAE, la monoéthyloristatine E. Cette étude de phase 3 randomisée comparait l'efficacité en fait, du TV par rapport à une chimiothérapie qui était laissée au libre choix de l'investigateur chez des patientes qui avaient un col de l'utérus récidivant ou métastatique en 2e ou en 3e ligne. Le critère principal de l'étude était la survie globale, qui était de 48,7% dans le bras TV versus 35,3% dans le bras chimiothérapie. Et avec une diminution de 30% du risque de mortalité, le profil de tolérance était marqué par des effets indésirables de type neuropathie périphérique et des troubles de la coagulation comme les épistaxis. Autre molécule utilisée dans le cancer du col de l'utérus et l'endomètre, donc là il y en a eu un certain nombre. Il y avait le sacituzumab govitecan, le Trodelvy,
qui à l'heure actuelle a 2 autorisations d'accès précoce dans le cancer du sein, triple négatif et HER2+ et l'eau. Il y avait un essai aussi avec le sacituzumab tirumotecan. Et plus intéressant, le datopotamab deruxtecan, donc le Dato-DXd, qui était une phase 2, qui avait été testée en monothérapie dans les cancers de l'ovaire chez 35 patientes et dans le cancer de l'endomètre chez 40 patientes, avec un suivi médian de 14,5 mois dans la cohorte ovaire. Le taux de réponse objectif était de 42,9%. Par contre, dans la cohorte endomètre, il était plus nuancé avec un taux de réponse objectif de 27,5%, mais une durée médiane de réponse de 16,4 mois. Le profil de tolérance était marqué par des effets indésirables de grade 3 de type mucite, nausée, et toujours la pneumopathie interstitielle diffuse que l'on retrouve aussi dans le trastuzumab deruxtecan, donc l'Enhertu. Toutes ces études concernaient quand même peu de patientes, donc, avec essentiellement des phases 2. Donc, on attend bien sûr la confirmation avec des études de phase 3. Autre molécule qui était intéressante dans le cancer de l'ovaire, c'était le mirvetuximab zoraftensine, qui a un ADC particulier puisqu'il cible le récepteur alpha au folate, et c'est le seul ADC qui a été approuvé spécifiquement par la FDA dans le cancer de l'ovaire résistant aux platines. À l'ESMO 2024, il y a une présentation de l'essai clinique Piccolo, qui était, lui, avec la molécule qui était utilisée dans les cancers de l'ovaire sensibles aux platines, chez des patientes qui avaient reçu au moins 2 lignes de chimiothérapie à base de platine et qui avaient une expression du récepteur alpha au folate supérieure à 75%. 79 patientes ont été incluses, donc 81% qui avaient déjà été traitées par des inhibiteurs de PARP et qui avaient progressé pour 75% d'entre elles. Il y avait beaucoup de sous-groupes dans cette étude. Il y avait des patientes qui avaient été exposées au BEVA, des patientes qui étaient BRCA mutées, des patientes qui avaient été traitées ou non aux inhibiteurs de PARP. Mais globalement, pour la population globale, on avait un taux de réponse objectif qui était de 52%. Le plus intéressant était peut-être que ce taux de réponse objective était de 45,8% chez les patientes qui avaient progressé sous inhibiteur de PARP avec une durée médiane de réponse de 7,3 mois. Donc MIRV dans Piccolo semble intéressant dans cette population pour laquelle un tiers des patientes avaient déjà reçu plus de 3 lignes de chimiothérapie. Le mirvetuximab zoraftensine devrait bientôt arriver en France. Enfin, je terminerai par les ADC dans le cancer du sein métastatique, avec l'étude de Destiny Breast 12, qui concernait le trastuzumab deruxtecan, qui avait été utilisé chez des patientes avec des métastases cérébrales. Pour rappel, le TDXD cible la HER2 couplée au deruxtecan et il est utilisé à l'heure actuelle dans le traitement de 2e ligne des cancers du sein HER2 positif métastatique. Et ça, c'est depuis les résultats majeurs de l'étude de Destiny Breast 06. Donc, dans le design de l'étude, donc dans Destiny Breast 12, c'était une étude de phase 3 qui concernait 500 patientes HER2 positifs. Elles étaient toutes traitées avec le TDXD et qu'elles aient ou pas des métastases cérébrales et que le statut des métastases cérébrales soit un statut actif ou non. Il y avait sur les 500 patientes, il y avait 240 patientes qui avaient des métastases cérébrales, dont 106 avec des métastases cérébrales actives.
Étude intéressante puisqu'en fait, même bénéfice du TDXD chez des femmes qui avaient ou sans métastase cérébrale. Le critère de jugement était la survie sans progression, qui à 1 an était de 60% dans les 2 bras et identique si la maladie cérébrale était active ou non. Et enfin, je terminerai avec le patritumab deruxtecan, qui lui est un ADC qui a suscité aussi beaucoup d'espoir à l'ESMO 2024. C'est un anti-HER2, donc couplé toujours au deruxtecan. Le rationnel de développement repose sur l'expression fréquente de HER3 dans les cancers du sein et avec un rôle pronostic négatif. 99 patientes avaient reçu donc le patritumab deruxtecan à la dose de 5,6 mg par kilo toutes les 3 semaines. Le critère de jugement principal était le taux de réponse objectif. Donc, il était de 53,5% dans le bras. De toute façon, il y avait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était un essai académique français et donc avec un seul bras. La survie sans progression était de 9,4 mois et les toxicités les plus fréquentes rencontrées ont été des nausées, des diarrhées et toujours des pneumopathies interstitielles liées au deruxtecan. Donc, molécule qui présente un intérêt dans les tumeurs luminales qui avaient été pré-traitées par un CDK4/6 avec un profil de tolérance correct puisqu'il y en avait principalement une toxicité digestive. Postulat à confirmer, car je vous rappelle que c'était une étude non randomisée, sans comparaison avec un autre ADC ou même une chimiothérapie standard, et donc avec qui mériterait une étude de phase 3, et de façon à définir en fait son positionnement par rapport aux autres ADC, notamment les anti-HER2 dans les situations HER2 low ou ultra low. Donc, en conclusion, l'édition catalane ESMO 2024, donc, comme vous l'avez montré déjà Mathieu sur les premières diapositives, donc beaucoup de place pour les inhibiteurs de point de contrôle puisqu'on avait un gain de survie global à long terme donc dans plusieurs types de cancers et l'avènement des ADC, notamment dans les cancers gynéco, cancer du sein, cancer de la vessie, etc. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, moi, j'en avais une. Effectivement, on voit bien que l'immuno est en train de remonter les lignes. Là, on est maintenant sur des traitements standards d'adjuvants et de néoadjuvants. J'avais une question dans le cancer du sein, sur les tumeurs luminales, puisqu'on voit que l'immuno, aujourd'hui, bon, elle marche bien sur le triple négatif, mais sur le reste, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous pensez qu'avec une association avec des ADC, immuno et ADC, on pourrait améliorer les résultats dans ces tumeurs luminales ? Alors, vous savez qu'il y a 2 types de tumeurs luminales. Il y a les A qui sont plutôt gentillettes parce que globalement hormonodépendantes. Les luminales B qui sont un peu plus méchantes. Donc après, c'est sûr que c'est statistiquement, sur le plan épidémiologique, c'est le plus grand nombre de cancers du sein. C'est les HER2 triple négatifs, ça reste les formes les moins fréquentes. C'est des maladies qui sont tellement hormonosensibles et puis les inhibiteurs de cycle ont pris tellement de place parce que maintenant ils sont même en adjuvant. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à supplanter ça. Et après, il y a une question de cible aussi. C'est comment on cible ces tumeurs-là avec des ADC.
quelle va être, parce que en gros, il faut une clé pour mettre dans la serrure. Hein. L'ADC, c'est ça. Le concept, c'est du coup quelle serait la cible la plus intéressante sur ces maladies-là. Les triples négatifs ou a fortiori les HER2, c'est clair, on sait ce qu'il faut cibler. Mais par contre, ces maladies-là, c'est plus compliqué. Une toute petite réflexion, parce qu'en fait, on est relativement en retard. D'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que c'est jamais très facile de faire une présentation comme ça avec plein d'études. Moi, en fait, je suis enthousiasmé quand je vois ça. C'est mieux que les carticelles, presque, parce que quelque part, les carticelles, ils se battent contre rien. Il n'y avait rien en face. Ils avaient 7%, donc forcément, ils feront forcément mieux. Là, on a quand même des résultats impressionnants. Dans l'ovaire, quand on voit en deuxième ligne des résultats qui sont de mémoire ce qu'on avait quand il y a eu la révolution avec l'arrivée du carboplatine, quand ça a remplacé le cisplatine, je pense, de mémoire, c'était de l'ordre de 30% le taux de réponse, des choses comme ça. Là, on est en deuxième ligne, parmi même de troisième ligne avec des résultats incroyables. Non, moi, je trouve que c'est super. Non ? Ah bah oui. Alors moi je regrette de vieillir, mais je regrette surtout de vieillir parce que je me dis, j'ai commencé ma carrière il y a bientôt un quart de siècle, un jeune interne d'oncologie qui commence maintenant, il va vivre une époque absolument incroyable avec toutes ces nouvelles molécules, ces progrès thérapeutiques qu'on a fait. Après, ça a été discuté dans la présentation précédente, la question des CAR-T et de ces approches-là, je pense que ça peut aussi révolutionner les choses. Après, pour faire le lien avec votre sujet du jour, c'est comment on organise les soins. Quelles sont les possibilités en termes de structure? On nous a dit on fait le virage ambulatoire. Le CAR-T-cell, ce n'est pas ambulatoire. Enfin, je veux dire, on ne fait pas du CAR-T-cell en HDJ. Les bispécifiques, on n'en fait pas trop en HDJ. Et là-dessus, je pense qu'on va peut-être avoir des mauvaises surprises dans les années à venir parce que nos structures hospitalières ne sont pas forcément dimensionnées pour ce type-là de médicaments très spécifiques. Mais ça, c'était une petite digression. En tout cas, merci pour l'invitation du Conseil scientifique. Merci à vous.